Bon, eh bien on continue cette sacrée semaine entre la Ligue des Champions, le Classico, il y a Lens après, l'Atlético Madrid, bref. Le calendrier du PSG ne s'arrête pas là et il va devenir même de plus en plus soutenu dans les prochains jours. Oui, c'est la folie. Et c'est bien pour ça que ce match contre Marseille est d'une importance capitale. Voilà. C'est clair. On va revenir évidemment à l'avant-match de ce classique, comme on l'appelle, OM Paris Saint-Germain, qui va se jouer au stade Vélodrome. Comment est-ce qu'on sent cette rencontre, un peu les pistes sur lesquelles il faudra un peu travailler et voir, en tout cas pour l'analyser. Et on fera nos pronos à la fin de la rencontre. À la fin du talk. C'est un peu tard. Exactement. À la fin du talk, on fera évidemment nos pronostics qui sont avec les amis de Winamax. Et on rappelle, on a un lien qui est dans la description. C'est une offre exceptionnelle que vous propose Winamax. Jusqu'au 10 novembre, vous avez jusqu'à 15 € offerts. Et tout ça sans dépôt à votre inscription. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est sur une période très courte. Le lien est dans la description. OM PSG. On est quelques jours après le match nul contre le PSV Eindhoven. On a fait un talk qui a fait beaucoup réagir sans surprise dans les commentaires. On est à quelques heures de ce match contre Marseille. Théodore, je te pose la question, et à vous aussi derrière vos écrans. Comment tu sens cette rencontre ? Est-ce que tu es confiant ou est-ce que justement tu as eu l'influence de la Ligue des Champions qui te fait dire je sais pas trop, ou tu te dis la Ligue 1 c'est une autre paire de manches? Je suis assez mitigé. À la fois, je reste confiant parce que il y a cet historique avec Marseille où on a eu l'habitude de s'installer un petit peu au Vélodrome. Ils n'ont pas marqué contre Paris chez eux depuis 2017. Exactement. Donc, je crois que le but de Cavani, ça a traumatisé vraiment. Voilà, on est resté sur ce 2-2 en championnat. Je précise. Oui, et ils n'ont pas gagné chez eux depuis 2011. Ouais. Voilà, à l'époque, je préparais le brevet des collèges. Voilà, et Rabiot n'était pas professionnel encore. Il était au centre de formation, non pas de Marseille, mais du Paris Saint-Germain. Et je crois même de Manchester City. Il est préformé à City avant d'aller au PSG. Je savais pas. Ah bah voilà, je t'apprends un truc. Alors c'était un an avant ses débuts en pro, donc je sais pas où il en était à ce moment-là. Dites-nous dans les commentaires, vous en étiez où en 2011, la dernière fois que Marseille a gagné au Vélodrome. Donc voilà, ça nous réussit plutôt bien. En championnat, c'est pas pareil qu'en Ligue des Champions. Malgré tout, on est à un point clé déjà de la saison, que ce soit en championnat où Marseille qui a 3 points derrière nous, le Monaco est ex-aequo avec nous, donc il y a une importance encore une fois capitale à gagner ce match niveau comptable. Et puis en Ligue des Champions, même si c'est pas directement lié dans la dynamique, j'ai envie de dire que si quand même. On est déjà à un tournant, donc il faut absolument gagner ce match pour reprendre en confiance, là où une défaite après cette contre-performance, parce que ça reste une contre-performance au Parc des Princes contre le PSG, nous ferait potentiellement très mal. Pas le droit à l'erreur, sauf si tu veux être le premier à perdre depuis 13 ans en championnat au Vélodrome, qui enverrait un message assez catastrophique juste avant d'aborder les prochaines échéances très importantes, à un moment où la rivalité est un petit peu ravivée depuis l'arrivée de Rabiot. Tu as dit quelque chose qui est très vrai, je trouve, c'est l'aspect victoire qui est très importante. Pour le coup, évidemment, parce que c'est un classique, et un classique, on connaît l'adage, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais là, du moins, ça se perd surtout pas. Surtout pas. Dans tous les cas. Et d'autant plus que là, dans la situation dans laquelle où le PSG est actuellement, c'est-à-dire Marseille, donc 3 points derrière, a une bonne dynamique puisqu'ils sont la deuxième attaque derrière le Paris Saint-Germain, 3e défense avec 8 buts encaissés à égalité avec le PSG. Donc c'est une équipe en tout cas qui veut être ambitieuse et qui est ambitieuse dans cette Ligue 1. Le PSG fait plutôt bonne saison en Ligue 1, on va pas se mentir, avec 20 points pris sur 24 possibles. Donc ça reste quand même une très bonne saison, un très bon ratio pour le Paris Saint-Germain, qui a beaucoup plus de réussite même que la saison dernière au même moment où il me semble que le Paris avait 15 points, là ils en ont déjà 20. Un peu plus en difficulté en Ligue des Champions, surtout devant le but. Est-ce que pour toi on peut retrouver cette inefficacité chronique en Ligue des Champions? Est-ce qu'on peut la retrouver en Ligue 1 ou pour toi il faut vraiment scinder les deux clairement? Faut pas. Mais c'est justement pour ça que c'est intéressant, parce que c'est un match ultra important. D'ailleurs, pour moi, c'est peut-être le classique de ces dernières années sur lequel je place le plus d'attentes. Ouais. Même si c'est pas directement la Ligue des Champions, on est sous pression, on est au Vélodrome, et c'est ce qui va s'apparenter le plus à une ambiance Champions League, en tout cas niveau pression. Donc dans l'exercice, c'est intéressant de voir comment on va réagir, et c'est là aussi où il y a cette dimension tournant, où si tu arrives à être tueur, si tu arrives à faire le plein de confiance devant le but, peut-être que ça va avoir une incidence sur la suite en Ligue des Champions. Mais forcément que la question se pose après les stats catastrophiques en Ligue des Champions. J'ai une stat. Moi, pour le coup, donc on a fait le talk, j'ai réécouté le talk, j'ai revu le match. Et il y a quelque chose qui m'a choqué. Mais ça, c'est régulièrement. Mais pour le coup, en fait, c'est plutôt sur l'inefficacité
que je trouve assez incroyable en Ligue des Champions, pardon, j'en fais tomber mon ordinateur, qu'on ne retrouve pas en Ligue 1. Et en Ligue des Champions, elle est d'autant plus chronique qu'elle est là depuis 1 an. J'ai sorti ma calculatrice et il y a des stats, moi j'avoue que j'ai du mal à expliquer d'un point de vue tout à fait rationnel. Je m'explique. Depuis donc Newcastle, la saison dernière, au Parc des Princes. Au total, si donc on accumule les matchs de Ligue des Champions de cette saison et ceux de la saison dernière depuis Newcastle, Paris a tiré 218 fois pour 23,57 expected goals pour 14 buts. Or, les matchs contre le Barça et la Real Sociedad, où Paris a plus de réussite, Paris a eu 17,26 expected goals pour seulement 4 buts. Donc ça, c'est les matchs de Dortmund. Ça, ce sont les 3 matchs de Dortmund, le match contre Newcastle, Girona, PSV, Arsenal. PSV, Arsenal. Un ratio entre tes expected goals et les buts, ça représente 23% de réussite. Donc tu as 23% de réussite en Ligue des Champions sur ces matchs donnés. En Ligue des Champions sur ces matchs donnés depuis un an. Alors qu'en Ligue 1, c'est, j'imagine, complètement différent. Et alors en Ligue 1, depuis le début de la saison, Paris a tiré 146 fois pour 21,26 expected goals pour 25 buts inscrits. C'est-à-dire que le ratio expected goals but en Ligue 1, il est de 115%. Donc autant te dire qu'il y a une vraie différence entre la Ligue des Champions et le championnat. Il y a un truc qui, moi, m'échappe. Est-ce que c'est un blocage psychologique en Ligue des Champions qui fait que tu te mets plus de pression et donc que tu crées de la frustration et donc derrière tu manques d'efficacité devant le but, ou c'est autre chose? Parce que l'histoire du t'as pas de neuf, etc., tu l'as aussi en championnat, puisque Kolo Muani ne joue pas plus, clairement. Ramos est blessé depuis la 10e minute du premier match de la saison. Tu n'as plus Kylian Mbappé, et pourtant, tu as ce ratio-là de 25 buts sur 21,6 expected goals, où tu es la meilleure attaque de la Ligue 1. Il y a un truc qui m'échappe. C'est un mélange de tout ça, encore une fois. Blocage psychologique, c'est pas nouveau. On en avait déjà, même quand on avait des stars. Donc c'était peut-être pas sur la finition, mais on a longtemps été notre propre ennemi en Ligue des Champions. C'est une toute autre atmosphère. Et c'est pour ça que, même si là, ça reste du championnat, Marseille, à l'extérieur, avec des rapports de force qui se sont un petit peu équilibrés, avec l'histoire d'Adrien Rabiot là-bas qui rajoute peut-être un petit peu plus de tension, tu te rapproches de ce genre d'ambiance où tu n'as pas le droit à l'erreur. Oui, je suis d'accord, mais regarde cette saison, tu as joué dans ces matchs de Ligue 1, tu as joué quand même contre 2 clubs qui réussissent bien en Ligue des Champions cette saison, qui sont Brest et Lille, et à chaque fois tu mets 3 buts. Et dans ces matchs-là, j'ai calculé, pour moi, c'est des contextes différents. Oui, mais t'as pas la même atmosphère, t'as pas la même ambiance. En termes d'intensité de match, tu as quand même sur des deux équipes où Brest fait vraiment un bon parcours en Ligue des Champions avec 7 points, et Lille qui a battu quand même et le Real Madrid et la Real Sociedad, l'Atlético, et en plus à l'extérieur, et en étant mené. Paris a 11 tirs, 2,60 expected goals pour 3 buts contre Lille, et contre... Pour moi, il y a aussi encore une fois le contexte à prendre en compte. Et contre Brest, 22 tirs, 2,88 expected goals, 3 buts. Contexte à prendre en compte pour eux. Eux jouent de façon beaucoup plus libérée en Ligue des Champions. Donc il y a quand même un blocage psychologique là-dedans. Je suis complètement d'accord. Non, mais c'est ça qui... Parce que ces équipes, Lille-Brest, quand elles affrontent, quand elles se font le scalp de Madrid, par exemple, les deux équipes, c'est vraiment, on n'a rien à perdre, on joue libéré. Paris, il y a une certaine attente. Il faut juste espérer que cette espèce de dynamique qu'il faut à un moment arrêter en Ligue des Champions n'ait pas de conséquences non plus sur la Ligue 1. Dès que t'arrives pas à mettre 1 ou 2 occasions dans un match. C'est pour ça qu'il faut répondre directement ce week-end. Il y a des matchs dans le match. Il y a cette rivalité évidemment, il y a Greenwood contre Barcola aussi qui vont peut-être se disputer le titre de meilleur buteur de la saison. Tu aborderas l'Atlético de façon bien plus sereine si tu sors vainqueur au Vélodrome, où ça reste des matchs quand même qui peuvent forger quelque chose, qui peuvent développer un groupe. On a vu de très très belles images au Parc des Princes l'année dernière, 4-0. On a vu une très très belle mentalité aussi, alors qu'il y avait ce carton rouge de Beraldo, 0-2 du coup dans la difficulté. C'était quelques semaines avant le match contre le Barça. Je pense que ça avait quand même une suite logique. Bien sûr. Et donc voilà, là on a un nouveau groupe, on a de jeunes joueurs et ça va renforcer leur sentiment d'appartenance, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Quel compo pour ce match contre Marseille? On sait que Luis Enrique est souvent plein de surprises. Mayoulou faux neuf, vous l'aurez entendu ici pour la première fois. Non, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un changement tactique comme on l'avait vu avant le match contre Marseille l'année dernière, rappelle-toi, où Paris jouait en 4-3-3 et puis pour le match au Parc des Princes, ce qui s'était très bien passé, Paris était passé en 4-2-4 avec le Barcola, Mbappé. Après, c'était une équipe de Marseille en crise à l'époque. Mais est-ce qu'on peut imaginer un coup tactique comme ça pour affronter Marseille, ou pour toi, on va rester... On peut tout imaginer avec Luis Enrique. Et maintenant, de mon point de vue, encore une fois, je ne suis pas coach, je ne suis personne pour le dire, mais j'aimerais un semblant de stabilité, de continuité pour essayer d'arriver préparé pour les matchs en Ligue des Champions. Maintenant, je me pose plus les questions sur, par exemple, qui va jouer avant-centre, le fameux faux neuf. Moi, j'ai l'impression que ça marche quand même mieux avec Asensio, même si Lee Kangin a montré de belles choses, notamment contre Rennes en championnat.
Asensio. Enfin, seulement contre Rennes en championnat même. Parce qu'il a joué contre Reims en faux neuf, ça n'a pas marché. Contre Arsenal, ça n'a pas marché. Et là, pareil, contre le PSG, ça n'a pas marché. Donc il n'y a eu qu'un seul match où ça n'a pas marché. Dans tous les cas, d'ailleurs, dans les matchs que tu citais, ou qu'on a pu gagner contre. Alors Brest, je ne sais plus, mais contre Lille, qui est une des plus belles adversités qu'on ait pu avoir en plus à l'extérieur, c'était Asensio et ça marchait très très bien. Alors qu'en Ligue des Champions, le match contre Girona, Asensio se blesse assez tôt dans le match. Contre Arsenal, il n'est pas là. Et contre le PSV, il est remplaçant. Toi, tu vois quoi comme surprise potentielle ? Ou en tout cas, est-ce que tu as des idées de choix forts ? Je sais pas, mais. Je sais que tu parlais beaucoup de Vitinha, Joao Neves, dont la complémentarité ne te saute pas aux yeux encore. Ouais, parce que même Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il est dans ce mood-là, parce que je pense qu'il se cherche offensivement, je pense qu'il se cherche au milieu de terrain. C'est pas étonnant le fait qu'il tente une fois Désiré Doué à droite, même si c'est pour compenser l'absence de Dembélé. Une fois Asensio dans l'axe, une fois Kolo Muani, une fois. En fait, je pense qu'il tâtonne encore dans son effectif au milieu de terrain et en attaque. Je ne serais pas surpris qu'il y ait par exemple une titularisation de Désiré Doué au milieu de terrain. Moi-même, je ne vois pas en fait la solution face à ce genre de milieu, parce qu'on n'a pas trop parlé encore des forces de Marseille. Le double pivot Rabiot-Højbjerg, ça reste costaud. Højbjerg, c'est un joueur que j'adore. Enfin, je le souhaitais déjà. Je crois que c'était le premier mercato de Luis Campos quand on partait sur une défense à 3 avec le double pivot. Dernier, tu le voulais jouer un peu. Ah oui, peut-être, ça m'étonne pas. Un joueur qui a un énorme volume de jeu. Son dernier match contre Montpellier, il est excellent. Il est récompensé en plus d'un but depuis le début de la saison. Il est très bon. J'ai pas la réponse non plus, tu vois, pour faire face à ce genre de milieu, peut-être un peu plus costaud. Un peu plus rugueux. Là, j'ai le souvenir de cette première mi-temps contre Arsenal. Rice partait, qui se joue de nous. Rice, c'était vraiment, il était avec ses enfants à l'Émérite. C'est incroyable à quel point il dégageait une sérénité technique et physique. J'aime bien ce que propose Joao Neves de façon générale dans la saison, et il m'a plutôt bien convaincu un cran en dessous. Je trouve que malgré son déficit physique, il n'hésite pas à aller au contact. Il a une très bonne détente, on en avait parlé dès sa présentation lors de son arrivée. Après, il a 6 passes décisives comme cette saison. Et Vitinha aussi peut être intéressant devant. C'est sûr. Mais donc, visiblement, Luis Enrique, il aime bien en 6, vraiment devant la défense. Justement, c'est pour ça que j'ai cette incertitude aussi. J'avoue que je sais pas trop. Je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il trouve pas son équilibre au milieu de terrain. Je trouve qu'il trouve pas son équilibre en attaque. Je trouve qu'il trouve pas son équilibre dans l'utilisation des latéraux, avec peut-être une utilisation excessive du côté droit avec Hakimi et Dembélé qui sont certes créateurs de beaucoup de dangers, mais qui font preuve de grande maladresse. Et de l'autre côté, Barcola qui est peut-être un peu esselé et Nuno Mendes qui monte pas assez. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il tend à essayer de faire évoluer ça pour trouver un équilibre d'équipe et pouvoir jouer davantage sur les points forts. Par exemple, je dis d'un Nuno Mendes que je trouve offensivement trop absent. Oui, sous-exploité. Après, je ne sais pas s'il va faire évoluer sa façon de jouer en prévision du duel qui l'attend avec Greenwood sur son côté aussi. Parce qu'il y a quand même de sacrées forces aussi du côté de Marseille. C'est une des années où c'est le plus équilibré niveau rapport de force. Qu'est-ce que peut craindre le PSG face à cette équipe de Marseille ? On parlait du milieu de terrain et la force physique quand même de ce milieu. Quand t'as Rabiot, t'as Højbjerg qui est là, t'as même s'il est un peu plus bas de temps en temps, mais Kondogbia qui est sur le banc, mais qui peut aussi amener de l'impact physique. Globalement, l'équipe est assez équilibrée. Défensivement, Balerdi depuis un an, c'est un tout autre joueur. Ils ont recruté Rouli qui, pareil, que ce soit sur penalty ou sa petite, je repense à sa claquette incroyable de détente contre Montpellier. Exactement, donc ils se sont renforcés aussi à ce niveau-là. Milieu de terrain, on en a parlé. Mention spéciale aussi à Harit en créateur au poste de milieu offensif. C'est Mehdi qui sera content. Il y a cette concurrence entre Luis Enrique qui est déjà à 4 buts, il me semble, en championnat, et Jonathan Rau qui gagne beaucoup de points et qui avait marqué, il me semble, le but de la victoire contre Lyon. Absolument. Marseille est allé chercher cette victoire à 10 contre 11 sur toute une mi-temps au Groupama Stadium. Et lorsque Lyon était revenu à 2-2 et il marque 2 minutes après. Voilà, donc c'est une équipe qui a quand même du répondant, qui a une force mentale. Le coach aussi, on n'en a pas parlé, mais il va y avoir un beau duel de coach. Clairement. 2 équipes joueuses. Donc voilà, c'est un match qui est vraiment excitant. Je te dis, je suis un peu moins confiant que ces dernières années parce que logiquement, et c'est pas faire offense à notre équipe de dire que le rapport de force est équilibré, t'as un peu moins de garantie de notre côté, t'as une équipe plus complète de l'autre, mais c'est ce qui me... c'est ce que répètent les gens aussi dans les commentaires, il faut pas attendre les mêmes attentes que l'année dernière ou les dernières années, c'est une reconstruction. Moi mais c'est pour ça que je suis curieux d'avoir leur retour si jamais il y a défaite à Marseille. Parce que, en fait, ce discours, je l'entends pour la Ligue des Champions, parce que dans tous les cas, peut-être qu'on la vise pas, donc il faut tempérer. Mais Marseille, ces dernières années, c'est resté une formalité. Tu vas au Vélodrome, tu sais que
le travail sera fait. Là, un peu moins. Donc, vraiment, je suis curieux d'avoir les retours de nos abonnés dans les commentaires. Absolument. Est-ce qu'on ne passerait pas au prono ? Let's go. Prono, donc ils sont sponsorisés, on l'a dit tout à l'heure, par les amis de Winamax. On rappelle qu'on a un code. Le code, c'est CS10. Et ce qui vous permet, pour votre premier dépôt, que celui-ci soit doublé directement. Et avec notre code, vous avez 10 € en plus. Donc si vous jouez 30 €, eh bien ces 30 € se transforment en 70 € pour cette rencontre. Et évidemment, vous connaissez les disclaimers. Si vous avez moins de 18 ans, de toute façon, c'est ciao, ça ne vous concerne pas. Et de 2, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est important, il y a de l'aléatoire. Et ça doit pimenter un peu vos rencontres. Les cotes chez les amis de Winamax. Marseille est à 3,55, le match nul à 3,90 et la victoire du Paris Saint-Germain est à 1,95. Je partirais sur Paris Saint-Germain au nul et plus de 2,5 buts dans la rencontre. La cote est quasiment pareille, et 1,96. Voilà, mais je le vois plus safe, même si c'est un grand mot. Ok. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi bien un 3-0 pour Paris qu'un 2-1 ou qu'un 2-2 par exemple. Voilà. Ok, bah moi écoute, je vais partir sur une cote à 3,05 qui est pour moi la victoire. C'est toujours des grosses cotes. Non, mais en soi, c'est pas non plus la cote du siècle, mais c'est victoire du Paris Saint-Germain. Ouais. Parce que le PSG, comme on l'a dit, n'a plus perdu depuis 2011 en championnat au stade Vélodrome et reste sur une série depuis 2017 de 4 victoires, 1 match nul, avec 9 buts inscrits et 0 encaissés. Donc pour le coup, le PSG quand même est en forte réussite et je pense qu'elle va continuer surtout après ce match contre le PSV qui a déçu. Donc je vois une victoire du PSG, je vois par contre les deux équipes marquées. Donc ça fait une cote à 3,05 et donc dans cette situation, si vous misez donc 30 € sur cette cote-là, eh bien ça peut vous rapporter 213,50 € chez les amis de Winamax. Donc j'en conclus que tu restes assez confiant. Parce que je t'ai pas retourné la question tout à l'heure, je suis très mal poli, mais tu restes confiant alors. Je pense qu'il y a, je le répète, un PSG en Ligue des Champions, un PSG en Ligue 1, et je pense qu'aussi il y a une motivation supplémentaire en Ligue 1 que j'ai du mal à expliquer bien sûr que je peux expliquer, mais qu'on a du mal à retrouver en Ligue des Champions, contre Marseille. Paris met toujours un point d'honneur au moins contre Marseille pour essayer de montrer leur supériorité en championnat, à voir si ça va se poursuivre. Et je vois Paris donc dominer Marseille et gagner et se faire du bien aussi moralement, avoir une semaine un peu tranquille et d'enchaîner contre Lens et puis l'Atlético Madrid. Donc je vois quand même Paris s'imposer au Vélodrome. Très bien, c'est le moment d'enclencher, surtout face à Rabiot à Marseille. Ça va rajouter un peu de piment, de piquant. C'est vrai. D'ailleurs, on a posé quelques questions en micro-trottoir qu'on va sortir sur notre nouvelle chaîne dédiée au divertissement, au micro-trottoir. D'ailleurs, des petites questions sur les réactions des supporters parisiens à l'arrivée de Rabiot du côté de Marseille. On leur a fait des petits dilemmes aussi très sympas. Donc, c'est vrai. On vous met le lien dans la description. Absolument. Sur ce, on se retrouvera après le match. On verra dans quel état d'esprit, en espérant que ça sera avec le sourire. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain talk.